Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Alexandre Ours, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Alexandre, vous êtes ostéopathe pédiatrique. On vous a déjà reçu sur le podcast sur un précédent épisode où justement on avait parlé d'ostéopathie. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin avec deux termes qu'on peut entendre, qui parfois sont peu connus des futurs parents ou des tout jeunes parents et qui sont intéressants d'être définis. On va parler de la plagiocéphalie et du syndrome de Kiss. Ce que je vous propose, Alexandre, c'est simplement nous dire ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, où est-ce que les gens peuvent vous trouver. Et puis ensuite, on va démarrer dans nos sujets. Ça vous convient ? Oui, très bien. Bonjour. Donc moi, je suis Alexandre Roux, je suis ostéopathe pédiatrique. J'exerce à Lyon, au centre de la ville, dans une ville très chouette, il faut le dire. Je ne travaille qu'en pédiatrie et même pas en périnatalité, puisque je ne reçois pas de maman. Et donc la plagiocéphalie et le syndrome de Kiss sont une partie de notre boulot. Alors, on va faire une petite parenthèse très rapide sur le syndrome de Kiss, qui est un amalgame, en fait, un amalgame de tous les signes dysfonctionnels que l'on retrouve chez le bébé, chez le nourrisson en particulier, et chez le bébé un peu plus grand. Ça a été décrit par un médecin allemand et c'est relayé en grande pompe sur Internet par un médecin français qui mettent dans ce syndrome tous les signes que vont présenter les bébés de façon totalement bénigne en général, mais qui demandent un accompagnement par la posture. Ce serait une compression de la charnière occipitale qui crée en fait un lot de problématiques digestives, de problématiques interactionnelles avec des pleurs, des troubles de sommeil et un comportement très agité de l'enfant. Il s'agit, puisque le terme est à la mode, d'une véritable fake med, c'est-à-dire que le terme de syndrome fait très peur d'emblée, puisqu'on pense immédiatement à des maladies génétiques, à des maladies dégénératives très graves, à juste titre, puisque le terme de syndrome en fait, est réservé à cela. Le syndrome, c'est un ensemble de symptômes, simplement, dans sa définition exacte. Donc voilà, syndrome de Kiss, si on doit chercher des spécialistes, évidemment, moi je serais un spécialiste tout bien nommé, puisque l'ensemble des patients qui sont reçus dans ce cabinet présentent à ce moment-là un syndrome de Kiss. Oui, donc finalement, ne pas tant aller sur cette étiquette, ne pas trop se faire peur, ne pas trop C'est une se véritable tracasser. étiquette. Voilà, et puis aller consulter, vous en parliez très bien dans notre précédent épisode, un ostéopathe pédiatrique, parce que justement cette personne aura une formation qui sera plus spécifique qu'un ostéopathe qui ne s'occupe que des adultes, et puis ensuite pouvoir travailler sur ce qui sera nécessaire, mais sans se tracasser de cette étiquette. Justement. Ok. Pour la plagiocéphalie,
c'est donc l'aplatissement de la tête ou la déformation même de la tête. Alors on a deux types de déformations qu'on voit communément. Il en existe une multitude évidemment, mais sur des mauvaises conformations du crâne, on reçoit essentiellement des plagiocéphalies, donc qui va présenter un côté asymétrique du crâne du bébé, et des brachycéphalies, en fait, qui sont des crânes courts, qui sont des formes de tête très rondes. Alors, commençons par la brachycéphalie. La brachycéphalie, c'est une morphologie, c'est-à-dire que le papa ou la maman ou les deux parents vont présenter une tête qui est très ronde, le bébé va avoir une tête ronde. Ces têtes sont généralement assez volumineuses et vont avoir tendance à se déformer dans les premiers mois de vie. La brachycéphalie se mesure, puisqu'on fait le rapport entre la longueur et la largeur du crâne, qui doit être inférieur à 90%. La brachycéphalie est en général strictement morphologique et le bébé va arrondir sa forme de tête. Ce qu'il faut veiller, en fait, c'est qu'il n'ait pas un coup de hache en arrière de la tête, c'est-à-dire une rupture de la continuité de l'arrondi. C'est très marquant visuellement, et puis finalement, ça passe dans le temps quand le bébé renforce sa motricité, puisqu'il est de moins en moins en appui sur sa tête. La plagiocéphalie va représenter un côté de la tête qui s'aplatit sur le crâne postérieur, et pour les formes plus sévères, plus graves, on va avoir un décalage des oreilles et une asymétrie de la face qui appartient à la plagiocéphalie. Et qu'on ne retrouve pas dans le premier élément que vous nous avez Non, donné, dans la brachycéphalie, non. On ne retrouve pas ça, d'une, parce que beaucoup de ces formes sont physiologiques, morphologiques, donc familiales. Et si il y a une trop forte extension chez le bébé, donc qui va faire qu'il appuie favorablement sur le haut de sa tête, en fait, ça reste centré et symétrique, quoi. Donc c'est moins choquant. Pour la plagiocéphalie, l'aplatissement va se faire d'un côté de la tête. Alors, ce qui choque beaucoup, mais tant que ça reste sur l'arrière du crâne, ce n'est pas grave. Les atteintes sévères, en fait, sont des atteintes qui touchent l'avant du crâne avec une asymétrie qui se présente au niveau des yeux, de la mâchoire ou du nez. La plagiocéphalie doit être mesurée et il faut qu'elle le soit systématiquement pour avoir une évaluation de l'évolution. Donc on utilise des compas qu'on appelle des craniomètres qui vont permettre de mesurer les deux diagonales du crâne, à droite et à gauche, et qui vont donner un rapport de ces deux diagonales. On parle de CVAI ou de CVA. Et en fait, cette évaluation est hyper importante puisque la plagiocéphalie va demander d'être accompagnée tout au long de la première année de l'enfant. Donc, il faut que systématiquement soit mise en place une prise en charge de kiné. Les recommandations de la HAS vont dans ce sens et estiment qu'il est tout à fait primordial d'avoir un accompagnement de kiné, d'une kiné qui sera motrice et qui va stimuler en fait et soutenir la motricité de l'enfant. Il faut imaginer que la plagiocéphalie, c'est quelque chose de fonctionnel qui est lié à la perte de motricité de l'enfant. Nous parlions dans notre premier podcast des positions in utero. Et on imagine volontiers que ces positions vont changer l'organisation du corps de l'enfant et vont faire que sa tête va s'incliner d'un côté et va tourner en général du côté opposé. Ainsi, sa tête se conforme avec cette espèce de torsion axiale que présente le corps du bébé et donc va se déformer en conséquence. Le bébé a en général toujours la tête appuyée d'un même côté et sa tête est très molle et c'est ainsi qu'il la déforme. L'exemple, c'est une pâte à pain. La pâte à pain, ou une pâte à tarte, si vous la laissez sur une planche, elle va s'aplatir. Si vous redonnez une mobilité, elle va de nouveau s'arrondir.
Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que certains bébés vont y être sujets et d'autres pas à cette perte de motricité, comme vous le disiez? Puisque finalement, on a l'impression que les bébés, ils sont un peu tous soumis aux mêmes conditions, que ce soit in utero, puis après dans les premières semaines et premiers mois de vie. Alors non, dans la vie in utero, les bébés ne sont pas soumis aux mêmes conditions du fait de l'activité de la maman, du fait de leur positionnement même in utero. C'est-à-dire que très souvent, en questionnant les parents, on s'aperçoit que la maman va nous décrire un bébé qui était toujours du même côté, qui était en position très basse, qu'on a beaucoup de contractions. Et ce sont des facteurs en fait qui vont certainement contraindre le corps du bébé et le disposer de façon asymétrique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Est-ce qu'on peut déjà éviter ou est-ce que c'est forcément du travail qui arrive après coup, justement avec là les soins de kiné ou d'ostéopathie? Alors pour les parents, je pense qu'il est assez essentiel, mais on a beaucoup progressé ces derniers temps dans les premiers temps de vie de l'enfant sur les conseils et les repérages des plagiocéphalies. Pour les parents, il est très important en fait de stimuler le bébé des deux côtés. Quand je parle de stimuler, je pondère un petit peu le propos, puisqu'on ne veut pas retrouver des bébés qui sont à l'entraînement de rotation de la tête à droite et à gauche, mais c'est le nourrir d'un côté à l'autre. Alors celui qui est au sein, ça va se faire naturellement. Le bébé qui est au biberon, il est intéressant en fait de penser à changer le bras de soutien d'allaitement, puisque du coup, ça va induire une rotation de la tête du bébé. Faire attention quand il est couché à ce que sa tête soit posée d'un côté et de l'autre. Et dès qu'un signe montre que le bébé est toujours dans la même position, à ce moment-là, il est intéressant de questionner le médecin qui va coordonner en fait la prise en charge. Et donc Donc le la médecin, première prise en charge, c'est déjà le médecin généraliste, enfin ou oui, le pédiatre. oui, Ensuite, éventuellement la prise en charge de kiné oui. et d'ostéo en parallèle, ou alors ça vient après? En général, les deux se font au même moment, c'est-à-dire que il est intéressant d'intervenir avant les 3 mois de l'enfant. Donc souvent, le médecin ou pédiatre va orienter en kiné, et souvent le kiné en fait va réorienter en ostéo. Ou alors les parents consultent d'eux-mêmes chez l'ostéopathe si le circuit est entre guillemets fermé à cette pratique. Et du coup, on se retrouve avec des bébés qui sont pris en charge sur leur corps passif par l'ostéo et sur leur corps actif par le kiné. Sachant que les séances de kiné vont être fonction de la gravité de la plagio, vont être de 1, 2 ou 3 séances par semaine. Chez l'ostéo, les séances euh, ne vont pas dépasser 3 séances en intervalle du premier semestre. D'accord, ok. Et alors, comment on vient travailler sur les tissus? Vous nous disiez dans le premier podcast qu'il y avait un petit peu une manipulation, mais des choses qui étaient justement très très douces. Quand il pouvait y avoir une manipulation, concrètement, comment vous pouvez agir? C'est-à-dire, vous venez travailler directement sur le crâne, vous venez travailler sur les cervicales, comment on vient redonner justement de la mobilité, comment on vient faire en sorte que ça puisse bouger? Alors, en, en kiné, il va y avoir des stimulations en fait, qui vont amener l'enfant vers le mouvement par différents jeux qui sont mis en place. En ostéo, les mobilisations sont plus contraignantes pour l'enfant et en fait, on va chercher à étirer ou décomprimer en fait certaines zones. Donc, euh, on utilise soit des grands leviers, alors ça dépend beaucoup hein, d'une région à l'autre. Mais vous m'évoquiez des mobilisations cervicales. Il est totalement interdit en fait de faire bouger les cervicales d'un enfant dû à la fragilité des tissus. Toutefois, on peut jouer par l'intermédiaire du thorax, de l'épaule, à des zones d'étirement, de mise en tension, de mise en traction et de décompression, en fait, qui vont certes donner des positions qui sont un petit peu aberrantes, parfois même vraiment choquantes,
mais qui vont permettre en fait en douceur d'agir localement sur les tissus du bébé. Sachant qu'il est très rare qu'un bébé s'endorme dans la consultation d'ostéopathie, puisque la consultation elle-même en fait va être une contrainte exercée sur ces tissus. Mais, et c'est là où il faut avoir affaire à des vrais spécialistes des mobilisations de l'enfant, cela doit se passer en fait sans agressivité, sans violence. Bien sûr. Et alors, à quoi on peut s'attendre après ce travail couplé entre kiné et séances d'ostéopathie? À quoi on peut s'attendre comme résultat? Et au bout de combien Alors, de temps peut-être? la plagiocéphalie évolue naturellement bien. C'est-à-dire que la tête de l'être humain est prévue pour grossir de façon symétrique. Ça, c'est un point qui est très positif, puisque du coup, ça va dans le bon sens. Le truc, le résultat, en fait, va dépendre de la précocité de la prise en charge et de l'environnement en fait, de l'enfant. En fait, nous ne sommes que des soutiens, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les enfants pour redonner, comme je vous l'expliquais, une symétrie la plus juste possible, des modèles de rotation et d'inclinaison les plus justes possibles. Et puis, le kiné, lui, va entraîner l'enfant et les parents à des mobilisations qui vont aller dans le sens d'activer cette schématique musculo-squelettique qui est un petit peu redressée. En gros, on fait la charpente, on redresse un petit peu le mât, et les haubans qui vont tendre les voiles sont entretenus et stimulés par les kinés. Les résultats sont assez favorables. Ça Et évolue rapidement? plutôt très bien. Ça évolue Et vite? rapidement, en fonction des déformations, en général, on observe que les déformations les plus importantes réduisent très vite dans les premiers temps. Et puis ensuite, la fin de conformation est beaucoup plus longue à obtenir. Hmm. Et puis, du coup, si je comprends bien, ça peut être aussi intéressant d'aller voir, j'imagine, ailleurs, s'il n'y a pas justement des tensions ou quelque chose qui, au niveau de la posture, empêche l'enfant de bouger correctement. C'est Et que souvent ça, et ce qui ouais, va nous intéresser en c'est pas que ostéo, la posture, je veux dire, de par la exemple, tête de et du cou. coucher. Oui. Clairement. Et en fait, on se rend compte que ces enfants sont, quand on les observe, présentent une position en virgule ou en banane ou en croissant de lune. Voilà les descriptifs qu'on nous en fait. Et en fait, il suffit, même sur nous-mêmes, de nous incliner d'un côté, donc de pencher sur un côté, et on se rend compte que la tête tourne très bien du côté opposé, mais beaucoup plus difficilement du même côté. En fait, ces dissymétries positionnelles vont renforcer la plagiocéphalie, puisque du coup, le bébé, quand il est couché sur son dos, va pencher sur ce côté, va prendre cette position en virgule, et en fait va appuyer sur le côté opposé de sa tête. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on est amené à corriger en ostéo. Par rapport justement à cette position de bébé, j'imagine que la position quand il est sur le ventre, sur un tapis d'éveil, c'est quelque chose qui va l'aider à stimuler tous ses muscles cervicaux. Peut-être que ça doit être favorable. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, mais vous allez me dire si c'est favorable ou pas, est-ce qu'à l'inverse, il y a justement des choses qu'il serait préférable d'éviter? Je pense par exemple au transat. Je sais que Caroline Ferriol et les consultants de Fedodo justement évoquent aussi le transat comme un outil qui peut, alors dans un autre registre, mais qui peut nuire au sommeil parce que bébé il est un peu entre deux, il dort mais pas vraiment, et puis finalement ça peut un petit peu compromettre les siestes ou la nuit d'après. Donc parce que je veux dire par là, le transat, on en entend un peu tout le temps parler comme si c'était l'objet qu'on doit avoir quand on est jeune parent. Est-ce que justement par rapport à ce type de problématique, c'est pas aussi un faux ami, je mets des guillemets partout, mais qu'est-ce que vous pourriez en dire? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore à faire, à être vigilant? Je vais peut-être vous aider à enlever vos guillemets. Je pense que la seule place du transat, c'est à la décharge. C'est très clair au moins. Le transat n'a aucune utilité en fait de l'enfant,
pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il entretient en fait ses mauvaises positions, il renforce ses stimulations d'appui sur les fesses et donc va créer des réflexes de mise en extension. À la limite, on peut réserver un temps de transat pour le bébé reflux, ce qui laisse un petit temps de répit aux parents, mais il faut bien considérer que le bébé n'a rien à faire dans un transat. Le bébé, sa place est au sol. Nos maisons sont globalement assez bien entretenues pour pouvoir les laisser jouer par terre, même s'ils vont in fine sortir du tapis, c'est pas très grave. Je reprends ce qu'on disait sur le choc, effectivement, quand on a des bébés qui se soutiennent plus ou moins qui vont, entre guillemets, tomber de fatigue, poum, on a un bruit de tête sur le carrelage ou sur le parquet, c'est un peu surprenant, mais pour autant le bébé n'en souffre pas. Non, tous les objets de puériculture peuvent être bannis et proscrits, en fait, ils vont renforcer les schémas dysfonctionnels des enfants au plan postural. Et ils vont nuire à son éveil, puisque le bébé, c'est comment dire, un élément mobile. Il ne faut pas enfermer les bébés. C'est pas bien. Et les attacher sur une chaise non plus. C'est un excellent mot de la fin, Alexandre, à moins que vous ayez encore autre chose à rajouter sur la plagiocéphalie particulièrement. Sinon, on peut peut-être imaginer se retrouver pour un autre épisode. Plus particulièrement sur la plagiocéphalie, je voudrais qu'on essaye de rassurer un petit peu les parents en disant que ce n'est pas grave, que c'est un phénomène dont il faut s'occuper assez tôt et le plus tôt possible, mais qui ne présente pas de côté extrêmement délétère en fait pour l'enfant. Il faut soutenir leur motricité, il faut faire en sorte qu'ils soient le plus droit possible, mais encore une fois, les têtes ont tendance à se reconformer, même si elles ne sont pas parfaitement arrondies. On a finalement assez peu de personnes qui nous passent la main dans les cheveux au cours de notre vie. Donc, il faut prendre en charge ces enfants assez tôt, mais sans en faire une pathologie. On n'en est pas une tant qu'on n'a pas de problématique d'ossification du crâne, évidemment. Oui, parce que vous aviez évoqué, je repense à ça là, par rapport à tout à l'heure, vous disiez justement que c'était vraiment pas grave si c'était derrière, mais par contre vous avez dit que ça pouvait être un petit peu plus difficile, en tout cas un petit peu plus, ouais, oui, à considérer. Si c'est, vous souhaitez un petit peu en discuter, si c'est du coup sur les côtés, c'est ça, ou là, quels sont les enjeux finalement, qu'est-ce qui change et en quoi ça peut être embêtant? Ça change la conformation en fait du massif facial. Or, la conformation du massif facial, c'est ce qui nous présente. Il est extrêmement choquant de retrouver une personne adulte avec une déviation du menton assez sévère, avec un œil qui n'est pas au même niveau que l'autre et avec le nez qui est en biais au milieu du visage. Et c'est ce genre de choses en fait qu'il faut surveiller, puisque ce sont des éléments qui ont une prise en charge chirurgicale, donc des choses qui sont extrêmement lourdes. D'accord. Donc en fait, c'est d'un point de vue, j'ai envie de dire esthétique, mais même si j'entends bien que c'est extrêmement contraignant, mais je veux dire par là que c'est pas. Je pensais qu'à un moment donné, ça pouvait être peut-être par rapport à l'évolution cognitive de l'enfant ou par rapport à son être intérieur aussi, en fait, au-delà du faciès. Certainement, puisque à un moment au cours de sa vie, l'enfant va élaborer la relation aux autres. Pour la petite histoire, dans les cours d'école, ils ne se font pas beaucoup de cadeaux, hein, les enfants. Il va élaborer son rapport à l'infirmité. Et du coup, en fait, il peut se retrouver, par sa propre image, pénalisé, dévalorisé. C'est un point important. Mais après, sur les plans cognitifs et sur le développement propre de l'enfant, il y a pas mal de discours disant que l'enfant plagiocéphale
va avoir tendance à développer des phénomènes 10. Et je ne trouve pas de choses vraiment évidentes là-dessus, par mes propres observations. Après, on fera dire ce qu'on veut dans les études, mais il n'y a pas de réalité vraiment connue, quoi. D'accord, ok. Super, merci beaucoup Alexandre pour le temps que vous avez pris là pour ce deuxième épisode. Et puis on aura sans doute l'occasion de se reparler parce que vous avez pas mal évoqué le RGO. Donc on pourra peut-être se refaire un épisode ultérieurement sur tous les troubles digestifs. Et puis je sais que vous pouvez aussi peut-être nous parler un petit peu des freins de langue, ce genre de choses qui peuvent aussi être vues dans les cabinets d'ostéopathie pédiatrique. On voit ça pour un prochain épisode si ça vous convient. Avec plaisir. Bonne continuation Alexandre et encore merci à vous. Au revoir. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.